Bien. Alors, nous retrouvons pour la suite de notre programme. Nous avons commencé à parler des traits du caractère la dernière fois et encore bien des fois avant, depuis quelques semaines maintenant. Nous avons abordé ce confinement sous différents aspects en voyant que c'était une occasion rêvée de nous observer et de voir un petit peu plus à quoi nous ressemblons lorsque nous arrêtons de courir dans tous les sens et d'oublier un petit peu de faire ce véritable travail le plus important qui est de faire un travail sur soi. Nous avons compris aussi que ces périodes très spéciales dans lesquelles il se passe des choses qu'on ne sait pas vraiment expliquer au niveau de la planète, autrement qu'en faisant des supputations, des hypothèses, eh bien, il y a malgré tout des énergies extrêmement positives qui sont présentes et qui peuvent nous permettre d'accélérer notre processus d'évolution. Pour ceux, en tout cas, qui ont envie d'évoluer. J'imagine que c'est votre cas puisque vous êtes ici. Et donc, il y a ces énergies-là. Et ce que je suis en train de vous dire, bien sûr, Idriss Lord le disait, mais aussi beaucoup d'autres instructeurs, d'autres enseignements le disent aussi. Et on peut le constater nous-mêmes, si vous vous observez un peu, qu'il y a quelque chose en nous qui est différent. En tout cas, une ouverture possible vers une autre compréhension du monde, de la vie et de ses réalités qui est vraiment présente. Donc, c'est une opportunité réelle de faire un travail sur soi et de prendre le temps de voir à quel endroit nous pourrions être encore mieux que ce que nous sommes déjà très, très bien. Hein, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ok. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'un trait du caractère, déjà. C'était lequel, déjà, la dernière fois? Vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là? Avidité. L'avidité, bravo Véronique. Donc nous avons parlé de l'avidité sous différentes formes. Et bien sûr, on n'en a pas fait complètement le tour, on pourrait en dire beaucoup plus, mais nous avons vu à quel point nous étions avides à plein de niveaux de notre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du mensonge. Alors, comme à chaque fois que je vous retrouve, eh bien, je me plonge dans mes cours sur le mensonge et je vais les retrouver des choses que j'avais oubliées. Et puis surtout, j'observe à la fois moi-même, évidemment, et puis les autres qui sont autour de moi pour trouver des exemples et pour voir à quel point, et ça, en fait, finalement, je l'oublie trop souvent, à quel point le mensonge fait partie de notre vie. Il en fait partie de toute façon parce que nous avons appris avec Idriss Lord que nous étions composés de multiples petits moi. 987, dit-il, en tout cas beaucoup. Et donc, chacun de ces petits moi, à tour de rôle, et certains plus que d'autres, se manifestent en criant très fort, en nous habitant d'ailleurs complètement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, parfois même en nous habitant tellement qu'on peut prendre une décision qui engage notre vie entière à partir d'un seul petit moi qui a crié très fort. Eh bien, nous avons tous ces petits moi. Et quand il y en a un qui s'exprime, en fait, il ne prend pas du tout en considération le fait qu'il y en a d'autres qui, eux, ont un avis complètement différent. Et donc, on peut se demander qui a raison et qui a tort. On peut retrouver d'ailleurs cette problématique lorsqu'il y a une décision à prendre et lorsqu'il y a deux parties en nous, au moins deux, qui se posent des questions et qui n'ont pas le même point de vue et qui se demandent qui a raison et qui a tort. En sachant que la réalité, si elle existe probablement encore ailleurs. Donc le mensonge fait partie de l'être humain, de fait, de par sa propre constitution. Par le fait qu'il est constitué de plein de parties qui sont constamment en mouvement et jamais en accord les unes avec les autres. Et donc, quand on dit « je », eh bien, on ment déjà sans le vouloir, mais c'est sûr,
on dit je. Et c'est pour ça aussi que quand on fait un travail de développement spirituel, eh bien, on apprend à parler autrement. Quand on s'observe, on dit pas je, mais on dit par exemple Colline fait ceci ou Colline fait cela. Parce que c'est pas je, c'est un morceau de moi simplement. Donc ce mensonge, il est associé à notre fausse personnalité, à notre conditionnement, depuis que nous sommes en âge d'être conditionnés, c'est-à-dire depuis que nous sommes très petits. Et il est par contre absent de cette autre partie en nous qu'on appelle l'essence, qui, elle, est vraie, authentique. Et c'est la seule partie en nous sur laquelle on peut complètement se fier. Encore faut-il, de temps en temps, lui laisser la place et être capable de l'écouter, ce qui est une autre affaire. Pourquoi est-ce que nous mentons? Mais il y a au moins 2 raisons. Et ces 2 raisons, elles ont à voir avec nos traits aussi de caractère. La première, c'est la peur. Quand nous étions enfants, nous mentions parce que nous avions peur d'être grondés, par exemple. Et aujourd'hui, il arrive très souvent que nous mentions pour la même raison. Pour être grondé, c'est peut-être pas le mot, mais ça peut être ça dans certains contextes, mais ça peut être simplement la peur de ne pas être aimé des autres qui fait que nous mentons. Et un autre trait qui est à l'œuvre dans le mensonge, c'est l'orgueil. C'est je mens parce que je veux préserver l'image que j'ai de moi-même, l'image que je veux montrer de moi aux autres. Et c'est la raison pour laquelle je mens. Et ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde, y compris pour ceux dont on dit qu'ils ne mentent jamais, en tout cas qui croient qu'ils ne mentent jamais, ce qui est un doux mensonge en fait. Il y en a parmi nous qui détestent le mensonge, surtout les autres, celui des autres évidemment, et surtout quand ça les concerne eux directement, mais personne n'est à l'abri de ce mensonge. La peur, l'orgueil, c'est deux raisons au moins qui font que nous mentons. Il y a quand même une raison. Non, je n'ai pas. S'il y a un problème de son, c'est la personne qui vient de parler qui a un problème de son. Si nous donnons au mensonge le droit d'exister, c'est lorsque il est absolument indispensable et que il est indispensable pour la survie de quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Bon, on peut tout à fait penser qu'en temps de guerre, par exemple, lorsque l'on cache quelqu'un, parce que si on ne le cache pas, il risque d'être tué, il soit utile de mentir. C'est un mensonge conscient et qui est pratiquement indispensable pour sauver une personne. Parfois aussi, il y a des annonces que l'on ne fait pas à certaines personnes très fragiles parce que cette annonce pourrait être faite trop tôt ou n'est pas du tout adaptée à son âge, par exemple, et donc on n'en parle pas pour le protéger. Donc il y a cette forme de mensonge quand même qui existe et qui est, alors entre guillemets évidemment, autorisée. Mais toutes les autres formes de mensonges sont réellement font partie de notre fausse personnalité et sont vraiment des choses qui nous polluent et qui nous empêchent de grandir et d'évoluer. Et on verra que c'est d'ailleurs un travail qui est à la base de tout travail de développement spirituel, de dénicher les formes de mensonges dans lesquelles nous baignons tous presque toute la journée. Et pour ceux qui étaient avec moi lundi, puisque le lundi, nous regardons les traits de caractère, la dernière fois, on a vu les victimes, la prochaine fois, nous verrons les sauveurs, eh bien, dans tous les traits de caractère et dans tous les jeux psychologiques que nous jouons, et c'est donc 85% de la journée, ça fait beaucoup de temps quand même, en dehors du sommeil, eh bien, ce sont des mensonges. C'est une suite discontinue, ou continue plutôt, de mensonges. Alors, il y a des formes à ce mensonge. Il y a des formes que l'on connaît, par exemple l'hypocrisie. On sait que l'hypocrisie, c'est de montrer des sentiments, d'exprimer des pensées,
dans le but de tromper. Les personnes hypocrites, on peut les repérer. Ça se sent d'ailleurs, hein, qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et le visage, par exemple, le sourire ou la façon de regarder. Et il arrive parfois que nous ayons envie de dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas ou qu'on n'a pas envie d'être avec, et pourtant on va lui dire exactement le contraire. On va l'enrober de manière à pas lui dire vraiment ce qu'on pense. Donc nous pouvons avoir des comportements hypocrites avec certaines personnes qui le sentent en général très bien. Et nous sommes suffisamment menteurs pour penser que ça ne se voit pas. Baratino, nous pensons que ça ne se voit pas. Et alors, j'ai retrouvé des différentes façons de mentir, et il y en a une que l'on peut repérer lorsque quelqu'un veut nous faire croire qu'il ne ment pas, alors qu'il visiblement il ment, donc il est hypocrite. Eh bien, la personne parle beaucoup. Elle n'arrête pas de rajouter des arguments à ce qu'elle dit et des détails et de répéter plusieurs fois la même chose. Donc ça, c'est une manifestation du trait du mensonge, que la personne essaye de camoufler sous un flot de paroles qui sont censées être des paroles qui cachent la réalité. Ensuite, on a les pharisiens. Vous avez entendu parler certainement des pharisiens. C'est quand on se présente comme quelqu'un qui sait, alors qu'on ne sait pas forcément plus que d'autres, mais qu'on demande aux autres de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Alors, il y a des personnes, par exemple, les énéatypes 7, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, qui peuvent être assez spécialisés là, qui racontent tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils sont capables de faire, mais au moment de le faire, ils proposent à quelqu'un d'autre de le faire, parce qu'au fond, eh bien, ils n'en sont pas capables. Bien sûr, il y a la flatterie qui est une forme de mensonge. Cette flatterie qui est là pour se mettre l'autre dans sa poche, peut-être aussi pour obtenir quelque chose à travers cette flatterie, qui en général d'ailleurs est perçue tout de suite et est vécue plutôt comme une insulte habituellement, sauf pour quelques personnes qui ont besoin d'être flattées pour se sentir exister. Il y a la manipulation. Dans tous les domaines de la vie, les manipulations sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, la manipulation qui peut consister aussi à acheter quelqu'un en lui faisant des cadeaux pour obtenir ce qu'on veut. Tout ça, ce sont des mensonges qui peuvent être même emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, donner de l'argent, faire un cadeau à quelqu'un et en même temps le flatter et en même temps être hypocrite. Tout ça, et en même temps le manipuler, et tout ça dans le but d'obtenir quelque chose. Donc, un mensonge peut très bien s'associer à d'autres. Et quand on est dans le mensonge, de toute façon, c'est un champ qui s'appelle le mensonge, dans lequel on est plongé, et tout ce qui a trait au mensonge vient spontanément à nous. En tout cas, nous les utilisons comme des ficelles d'une marionnette, comme un marionnettiste, comme ça. D'autres formes de mensonges qui sont très connues, très courantes, ce sont les conventions sociales. Vous savez, ces conventions sociales où, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « bonjour, ça va ?» et puis on part avant même d'avoir entendu la réponse. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que si je demande à quelqu'un « comment tu vas ?» en principe, c'est parce que j'attends une réponse et parce que ça m'intéresse. Et si je file avant même d'avoir eu la réponse, ça veut dire simplement que j'en ai rigoureusement rien à cirer, quoi. On pourrait en raccourci le dire comme ça. Donc je mens. Pourquoi je dis des choses comme ça alors qu'en fait, je montre exactement le contraire? Et en même temps, je rajoute un mensonge complémentaire qui est que je me sens de bonne foi et je me sens une polie. J'ai l'impression que je suis vraiment polie. Je me sentirais plus mal en lui disant pas bonjour ou comment ça va, plutôt qu'en lui disant comment ça va, en ayant rigoureusement rien à faire. Et sans me préoccuper du tout de l'effet, évidemment, que ça va faire à l'autre. Après, les expressions du mensonge existent aussi. Et il y a le fameux jeu oui mais dont on a parlé lundi. Quand on joue à ce jeu, quelqu'un nous propose une solution à un problème qu'on a et on lui répond oui, mais en fait, dans la réalité, on n'a absolument pas envie d'avoir une solution.
On a juste envie de parler de notre problème et d'utiliser une personne pour nous confirmer qu'on a raison de ne pas y arriver. Voilà. On y met beaucoup d'énergie, mais c'est un mensonge. Pourquoi est-ce que et certaines personnes font le tour de plusieurs personnes à qui elles posent la même question? Nous, on a ça souvent à la Libre Université, on a des stagiaires qui vont poser la même question à plusieurs instructeurs. Puis quand on se retrouve à table, il y en a un qui croit faire savoir aux autres que quelqu'un a un problème, dire une telle, elle a un problème, il faudrait faire quelque chose pour cette personne. Alors il y en a un qui dit, mais elle m'a demandé ça ce matin, ben moi elle m'a demandé ça hier soir, et moi elle m'a demandé ça il y a une demi-heure. En fait, ça a été demandé à plein de gens en même temps. Et le lendemain, quand on pose la question à la personne, alors qu'est-ce que tu as décidé? Bien, absolument rien de ce que les uns et les autres ont proposé comme solution. Donc, ce qui est vraiment quelque chose qui s'appelle du mensonge à soi-même en tout cas, et aussi à ceux à qui on s'adresse évidemment. Mais on s'y prend de manière à ce que ça ne les perturbe pas. Il y a une façon d'embellir les choses aussi, qui est une forme de mensonge. Que si vous racontez vos vacances ou vous racontez votre confinement comme un chemin tranquille, carrément euphorique et quasi paradisiaque, même s'il y a eu des moments comme ça que vous avez vécu, parce que vous étiez dans un contexte particulièrement favorable, il n'est pas possible qu'il n'y ait eu que ça. Il y a forcément, même chez quelqu'un de très positif, des moments de doute, des moments d'interrogation. Et donc, on ne peut pas réduire une situation à quelque chose qui est réducteur. On peut faire ressortir un aspect qui est important, mais le reste existe aussi. Donc, chaque fois que nous embellissons une situation ou une personne, par exemple, cette personne, elle est formidable, elle est extraordinaire. Tous les mots grandioses, ce qu'on appelle la grandiosité en psychologie, où on décrit un événement qu'on a vécu ou quelqu'un qu'on connaît comme étant quelqu'un de vraiment exceptionnel, au-dessus du lot, même si on en a des raisons de le dire, c'est un mensonge. On peut simplement parler d'un fait que l'on a apprécié, qui a donné un résultat positif, par exemple, mais de là à le généraliser, en plus de ça, c'est un mensonge parce qu'on peut du coup pousser quelqu'un d'autre, stimuler quelqu'un d'autre à s'adresser à cette personne qui ne conviendra pas du tout au deuxième. Donc, dès qu'on exagère, dès qu'on embellit, on est dans le mensonge. Et en même temps, dire la réalité que l'on vit soi, c'est très compliqué parce que ça veut dire se priver soi-même d'un peu comment dire, d'une aura de plus, quoi. On est la personne qui a les bons trucs, les bons plans, toutes les bonnes solutions et qu'il faut absolument fréquenter parce que grâce à elle, on est tranquille, quoi. Donc ça, c'est un mensonge. Se faire remarquer est un mensonge. Alors, on peut se faire remarquer de toutes les manières, physiquement, par les paroles, par une attitude générale dans la vie. Il y a plein de façons de se faire remarquer. En étant triste, en étant très gai, en ayant de l'humour, en essayant de prendre plus de place au milieu des autres, c'est aussi une forme de mensonge. La comparaison, quand on se compare en mieux par rapport aux autres, ce qui est le cas des personnes qui jouent à des jeux de persécuteurs, par exemple, ou même à des victimes aussi, quand on se compare aux autres et qu'on s'estime mieux, c'est aussi une forme de mensonge. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui y sont associées. Je ne veux pas me plaindre, mais quand même, moi, je ne fais pas ça. C'est pas pour critiquer, mais moi, dans cette situation, je ne ferai jamais ça. Et voilà, je croyais bien faire, mais au fond, je n'avais pas compris ou je savais pas que toi, tu voyais les choses autrement. C'est-à-dire qu'en fait, on se met au-dessus et on se trouve bien sûr de bonnes raisons pour le faire. Mais chaque fois que vous dites cette expression, que nous disons cette expression, ce n'est pas pour critiquer, mais
ou une expression similaire, sachez que c'est un mensonge parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si je dis ça, c'est que je suis exactement en train de critiquer quelqu'un. Et donc, je mens, mais alors éhontément, on pourrait dire. Hein. Et si je j'en ai pas la conscience, ben voilà, je me mens simplement un peu plus. Hein. Il y a peut-être des niveaux d'exagération. Dans la manière de se vanter que certaines personnes ont, et on peut se vanter sur des belles choses, des bonnes choses qu'on fait, mais aussi sur des mauvaises. On peut très bien se mettre en valeur en montrant à quel point on est pire que les autres, par exemple. Eh bien, c'est une manière aussi de se mentir. On n'est ni pire, ni moins bien, ni mieux. On est comme on est. Et c'est pas la peine d'en rajouter, ni dans un sens, ni dans l'autre, pour se faire valoir ou pour prendre une place qui n'est pas une place juste. Ensuite, parler de quelqu'un d'autre dans un jeu qu'on appelle la rumeur ou qu'on appelle les défauts, mais de quelqu'un d'autre, c'est toujours un mensonge. Parce qu'on ne peut dire qu'une partie de ce qu'on sait et encore, on n'est même pas sûr de le savoir. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose uniquement en bien de quelqu'un, en croyant que c'est mieux que de rien dire du tout, c'est un mensonge parce que cette personne, elle a été bien à un moment donné, dans un contexte donné, ça c'est vrai, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui est parfaite tout le temps. Et dire du mal, c'est exactement la même chose. Quelqu'un n'est pas dans quelque chose de négatif tout le temps. Heureusement d'ailleurs. Hein. Parfois, on peut l'être, parfois, on peut ne pas l'être. Et dès que nous généralisons sur une personne, ou même que nous faisons l'effort de la faire apparaître sous un angle strictement positif, même positif, c'est un mensonge. Une autre forme de mensonge qui s'appelle la rumeur aussi, qui est un jeu psychologique aussi, bien sûr, c'est quand on fait courir un bruit qu'on n'a pas vérifié. Il paraît que, ça s'appelle comme ça le jeu, il paraît que. Et même, on rajoute même en croyant que ça nous permet de sortir du mensonge, en disant, je suis pas complètement sûre, mais j'ai entendu dire que. Et parfois même, on rajoute, il y a telle personne qui m'a dit ça. Et du coup, on remet la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas vérifié que la personne qui nous a parlé disait quelque chose de juste. Et si c'est faux, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est elle qui l'a dit. Donc là, on ment 2 fois au minimum. Donc, on a des couches qui se rajoutent comme ça. Vous comprenez l'idée? Oui? Voilà. Et donc, on a des gestes qui montrent que nous mentons. En dehors du fait d'être très agité, comme je disais tout à l'heure, et d'en rajouter quand on veut convaincre les gens, les autres de quelque chose, en répétant plusieurs fois, il y a une extrême agitation chez les gens qui mentent à un moment donné et qui cachent tout d'un coup leur bouche comme pour s'empêcher de dire quelque chose ou en sachant très bien que ce qu'elles vont dire, c'est pas complètement juste. Par parole, parfois, la respiration se bloque aussi quand on ment. Donc ça, on peut se l'observer soi-même. Et les yeux, quand ils bougent, ils regardent vers la porte de sortie. Ça, c'est une façon inconsciente que l'on a quand on ment. La porte de sortie, c'est vraiment pour échapper au truc dans lequel je suis en train de m'embourber complètement. Donc, c'est vraiment intéressant de s'observer soi-même, non pas d'observer les autres, mais de s'observer soi-même quand on est en train de mentir, parce que ce sont des gestes inconscients que l'on fait sans même s'en rendre compte du tout. Et puis, il y a une autre chose que certaines personnes, quand elles mentent, font, c'est qu'elles deviennent agressives. Et elles anticipent que les autres ne vont pas les croire, c'est sûr. Les autres peuvent ne pas les croire, mais comme elles l'anticipent, du coup, elles se mettent à s'énerver et à s'agiter et même à devenir carrément agressives en montant la voix. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de formes à ce mensonge, mais il y en a un qui est pire que tous les autres. Et Idriss Lahore
nous en avait parlé, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque où il l'avait dit, ça m'avait beaucoup touché, j'y repense de temps en temps. On peut comprendre que l'on se justifie lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas forcément juste. Par exemple, quand nous arrivons en retard quelque part, la première chose que nous faisons souvent, c'est de nous justifier. Non pas d'expliquer pourquoi nous sommes en retard, ce que d'ailleurs personne ne nous demande en général, mais de nous justifier dans le but de reconstituer une image positive de nous-mêmes. Derrière notre justification, ça veut dire je voudrais pas que vous croyiez que je suis quelqu'un qui d'habitude arrive en retard. Là, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y avait telle raison et il faudrait pas que vous me preniez pour quelqu'un que je ne suis pas. Ça veut dire plein de choses en fait quand on se justifie. Donc on essaye de redorer son image auprès de personnes qui n'en ont rigoureusement rien à faire parce que si je suis en retard, c'est que je suis en retard, quoi, c'est tout. Donc j'assume le fait d'être en retard et point à la ligne. Mais le pire des mensonges, c'est la justification intérieure. Et Idriss Allen nous disait que c'était un meurtre pour l'essence, la justification intérieure. Et quand on se justifie comme ça intérieurement, et que en face à face avec nous-mêmes, et qu'on en est parfaitement conscient en plus, alors là vraiment, on tue, c'est comme si on tuait l'essence. On l'empêchait vraiment de donner ses rayons, sa lumière vers la fausse personnalité. Et la justification intérieure, pourtant, elle nous occupe quelquefois pendant des heures dans une journée. Lorsque nous ne sommes pas contents avec une décision que nous avons prise ou quelque chose que nous avons fait, alors nous justifions. Ben, j'ai fait ça parce que c'est quand même normal, parce que après tout lui il l'a fait, je vois pas pourquoi moi je le ferais pas. Si je lui dis rien, de toute façon, voilà. Toutes les mauvaises raisons que je vais m'inventer pour justifier de faire quelque chose, mais des mauvaises raisons que je ne pourrais même pas oser dire à quelqu'un d'autre. Alors si j'ose les dire, c'est encore pire d'ailleurs, hein. Mais la justification intérieure, ce bavardage constant qui fait de nous des petites oies blanches ou je sais pas, des anges. En tout cas, c'est l'idée qu'on veut avoir de nous. C'est vraiment le pire parmi toutes les formes de mensonges. Vous comprenez l'idée? Donc, il y a évidemment dans le mensonge des aspects qui ne sont pas des aspects purement psychologiques. Il y a des aspects qui sont à la fois karmiques et qui sont aussi liés à nos intrications. Nous pouvons tout à fait être intriqués avec des personnes dans notre famille. Donc intriqués, ça veut dire que nous vivons en partie la vie d'un membre de notre système familial que le système a exclu ou avec lequel il y a eu un problème dans le passé et qui a été exclu. Et vous, sans le savoir, vous avez endossé une part de cette croix-là. Vous savez, chacun porte un peu sa croix et c'est une forme de croix que l'on porte comme ça et que l'on prend en naissant et que l'on garde. Et parmi ces personnes avec lesquelles nous sommes intriqués, il peut y en avoir qui avaient déjà cette habitude de mentir ou qui ont été obligés de mentir pour une raison ou une autre. Et il est possible que dans ce mouvement qui existe chez certains de beaucoup mentir, il y ait un lien avec un ancêtre, qu'il y ait un lien avec une intrication. Et pour ceux qui ont cette maladie, qui voient que c'est vraiment très encombrant parce que ça pose des problèmes dans la vie quand même, des problèmes de conscience morale, des problèmes de conscience vis-à-vis des autres aussi, il peut être intéressant de faire un travail en constellation familiale pour rendre à celui à qui ça appartient cette part de mensonge-là. Mais même si c'est vrai, et même si c'est le cas, ça n'excuse rien, simplement ça explique un peu, eh bien nous avons la responsabilité, quand nous avons l'intention de faire un travail vers le meilleur de nous-mêmes, de regarder en nous toutes ces formes de mensonges. Et nous pouvons vraiment dire aussi que si je me situe au niveau karmique,
dans le fait, pour ceux qui croient au karma, dans le fait que je suis sur Terre au bon endroit, dans les bonnes situations, à la bonne époque, avec les bonnes personnes, pour compenser quelque chose que j'ai vécu, mal vécu, ou peu importe, dans une vie précédente, ou dans ma vie plus loin, avant, eh bien, effectivement, il y a peut-être que j'ai l'impression que je suis, comment dire, je suis innocente de tout ça, mais quand on croit au karma, on sait qu'on ne l'est pas. On n'est pas innocent de ça. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Et pourtant, nous croyons nous connaître. Nous ne nous connaissons pas. Nous croyons que nous possédons. Nous ne possédons rien. La preuve, c'est qu'en mourant, nous mourrons tous, quel que soit notre âge, notre condition, de la même façon. Nous croyons qu'on peut changer. C'est extrêmement difficile de changer. Et il y en a même qui disent, je peux changer comme je veux. Il y en a qui disent, je peux arrêter de boire quand je veux. Je peux arrêter de manger quand je veux. Mais là, je ne l'ai pas décidé encore. C'est pas le bon moment pour moi. Je mens plus. Hein. Mais on ne peut pas changer comme ça facilement. On ne peut pas agir librement parce que nous sommes complètement conditionnés. Et que la liberté que nous pouvons acquérir, elle est vraiment très relative et elle est sous condition. Donc c'est par petits bouts, par petites touches, instant après instant. Et ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui explique et ce qui justifie le fait de faire un travail sur soi. Le travail sur un chemin spirituel, c'est ça. On n'a pas d'autre solution que l'observation de soi, que d'essayer d'accumuler les moments où on va être présent, où on va être dans la conscience de soi. Dans ce moment où on dit stop, je m'arrête, je regarde, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions. J'apprends à mettre un nom sur ces mouvements en moi qui s'appellent émotion, orgueil, peur, sentiment d'infériorité, avidité, abus du sexe et tous ces autres traits, puisqu'il y en a 11 et il y en a beaucoup d'autres encore. Je mets un nom dessus. Je ne rajoute pas de la culpabilité et toutes les autres formes d'émotions négatives qui n'ont rien à y faire là en plus. Mais c'est à travers cette observation de plus en plus souvent, de plus en plus fine, que j'arrive à me connaître et à sortir de ces traits du caractère qui font partie de ma nature, qui font partie des instincts animaux qui existent en moi et qui se manifestent comme ça. Même les animaux mentent. Ils se camouflent, les animaux. Ils changent de couleur. Ils ont des tas de trucs pour pas qu'on les voit. Des tas de trucs pour donner des illusions. Des tas de trucs pour se défendre. Ils ont ça aussi, les animaux. Et nous sommes des animaux. Voilà. Donc, le mensonge, il est là. Il fait partie de nous. Il y a des moments, il nous aide à vivre. Mais encore faut-il être conscient et avoir un peu quand même de contrôle dessus et de ne pas le laisser nous déborder complètement. Et c'est le problème, il est dans le débordement de nos traits de caractère. Et quand on prend conscience, le jour où on a vraiment envie de regarder de plus près le mensonge intérieur dans lequel nous sommes, même si pendant une semaine, vous décidez de regarder ça de près, tout ce que j'ai dit, puis beaucoup d'autres certainement, eh bien, vous allez être horrifiés, hein, je peux vous dire, hein, de ce que vous allez voir. Hein. Dire, mais c'est pas possible, quoi. Je mens du matin jusqu'au soir. Je me mens à moi-même aussi. Au point que je sais même pas si je suis fatiguée ou pas. Je peux dire, mais non, je peux faire, ça va, je tiens le coup. Oui, je tiens le coup. Sauf que dans 2 heures, je vais complètement m'effondrer. Dire je suis pas malade alors que j'ai mal à la tête. Combien de choses je raconte sous prétexte d'aimer l'autre, de pas le blesser, de me donner une bonne image, d'obtenir quelque chose. Je veux dire, c'est incroyable le nombre de choses. Et ce sont des petites choses parfois, mais c'est difficile de vivre vraiment en étant complètement vrai avec soi et avec les autres. Mais avec les autres, on peut comprendre. Nous vivons en société, donc nous ne pouvons pas comme ça directement balancer aux autres tout ce qui nous passe par la tête.
On se rappelle la stance de Idriss Lahore, que la vérité, c'est comme le couteau qui partage les aliments entre frères, mais ça peut aussi tuer, comme un poignard qui peut transpercer le cœur. Donc, on ne balance pas ce qu'on pense comme ça à tout le monde, là, tout de suite, c'est pas possible. Donc, on a du discernement, évidemment. Mais au moins, la première forme, c'est ce mensonge à soi-même. Et s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, on choisit le bon moment, on choisit la bonne personne, on choisit les mots justes aussi. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé des processus comme le processus M qui permettent de savoir comment dire à quelqu'un ce qui est vrai en nous et qu'on veut partager avec l'autre. Voilà. Quand on veut partager une relation authentique avec l'autre. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas espérer un instant, que ce soit en couple, que ce soit avec nos amis, nos collègues ou nos voisins, avoir des relations harmonieuses et authentiques à laquelle on aspire tous. Vraiment, c'est pas possible. Si toutes nos relations sont basées sur une grande part de mensonges. Voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas encore décidé de le faire, à rejoindre Enea à partir du 13 juin, 2h le matin, 2h l'après-midi. Et elle fait ce travail avec vous d'observation. Comment on fait ce travail? Qu'est-ce qu'on fait? Trouver les conditions, les exercices et tous les moyens que donne un chemin spirituel pour faire ce travail sur soi. C'est vraiment essentiel. Et s'il y a une chose à faire vraiment importante, c'est vraiment ça. Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça demande... En fait, c'est ce qui est peut-être essentiel et c'est peut-être pour ça qu'on est sur cette terre aussi, pour faire ce cheminement. Donc, vraiment, moi, je vous invite à même si vous avez déjà fait tout un chemin, que vous êtes déjà sur un chemin, on n'a jamais assez avec d'autres de faire ce travail. On n'en a jamais assez parce qu'on redécouvre à chaque fois quelque chose qu'on avait oublié. Et grâce à l'interrelation avec les autres, grâce au fait qu'avec cette personne-là, dans un contexte très précis, très spécial, on peut enfin dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui en moi ne me plaît pas, et qu'en face, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, et qu'on est tous pareils. On est entre êtres humains sur un chemin et on veut tous la même chose. Mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça fait du bien? Et non seulement on s'aime pas moins, mais on s'aime beaucoup plus à la sortie, soi-même et les autres. Donc c'est une très très belle expérience à faire et les contextes où c'est possible de le faire sont rares. C'est très rare des contextes où c'est possible. Vous pouvez, avec vos amis, jouer au jeu de la vérité. Je crois qu'il existe des jeux de société comme ça, où on se balance des vérités. C'est une horreur, c'est un truc à s'abattre. Mais quand c'est vraiment fait, encadré dans un état d'esprit vraiment d'un chemin spirituel, c'est une expérience magnifique qui ne peut pas laisser indifférent et qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Et maintenant, je vais vous écouter ou dire ce que vous ressentez avec ce que j'ai dit ou donner un témoignage ou poser une question. C'est à vous. Voilà, je vous vois tous là maintenant. Oui, Marie-Joëlle? Quand tu parles du fait que quand on embellit trop, c'est un mensonge, l'intention peut être aussi de ne pas polluer l'autre, c'est-à-dire la vie est déjà assez difficile, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc on privilégie le bon aspect des choses. Oui, oui, bien sûr, Marie-Joëlle, mais ça veut pas, c'est pas dit embelli, ça. Tu parles à ce moment-là, simplement, tu parles de quelque chose qui est beau, tu dis pas que tout est beau, mais tu dis qu'il y a ça aussi qui est beau. C'est différent. Plutôt que c'est extrêmement énervant, les gens qui disent que tout est beau. Tu vois, c'est ça, et là c'est bien, et là c'est bien. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est bien, mais bien sûr qu'il y a aussi, je comprends. Ça veut dire, c'est un peu comme si tu excluais la souffrance de la personne. Une personne te vient et te dit qu'elle souffre de quelque chose.
Et toi, tu lui réponds, oui, mais ça, c'est beau. D'accord? C'est comme si tu disais, j'en ai rien à cirer de ce que tu dis, j'ai pas envie d'entendre ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que tu regardes ce qui est beau. Ben, ça marche pas. Tu comprends? Parce que c'est une exclusion. Et donc, ça ne lui fait pas de bien. Ça te fait du bien à toi parce que ça te donne conscience. Et parce que comme tu sais pas quoi faire, tu as trouvé ce truc-là sur le moment. Mais d'abord, ça commence par entendre, écouter l'autre dire sa réalité. C'est sa réalité. Donc, c'est anti-mensonge. Et une fois qu'elle a pu exprimer sa réalité, qu'elle a pu sortir ce qui était difficile, à ce moment-là, tu peux aussi l'amener à trouver ses propres ressources et à voir ce qui est beau. Tu vois, autrefois, moi, je travaillais bénévolement à SOS Écoute, comment ça s'appelle tu sais, j'étais écoutante à SOS Amitié, voilà. Et donc, on allait le jour et la nuit, puis on écoutait les gens la nuit et qui parlaient de leur souffrance. Et ce qu'ils nous avait dit au début, surtout quand il y a un jeune de 20 ans qui vous appelle et qui vous dit qu'il a envie de se suicider, vous lui répondez pas, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, vous allez voir, ça va passer, quoi. Hein. Tu vois, c'était le pire. Le type, il se flingue, quoi, derrière. Hein. Donc là, je vous donne un exemple fort, mais tu vois, c'est dans cet esprit simplement que je te réponds. Hein. Oui, pour ce que tu dis, mais à condition d'avoir déjà accepté la réalité de l'autre. Autrement, il n'y a rien de vrai dans ce qui se passe. Oui, sans souci, je comprends tout à fait. Oui. Voilà. Par contre, si tu l'écoutes avec le beau sourire que tu as, Marie-Joëlle, naturellement, et avec ce regard ouvert et ce regard attentif et plein d'amour que tu as, à ce moment-là, tu lui fais le plus beau cadeau. Tu n'as rien à dire d'autre. Oh, tu lui donnes tout. Merci. Oui, autre chose? Oui, Magali? Oui, moi, tout ce que tu as dit, je me dis qu'en fait, il y a plein de fois où il vaut mieux se taire, où il n'y a rien à dire, en fait, plutôt que de parler. Et puis qu'à l'intérieur, quand on s'aperçoit qu'on est dans des fausses justifications ou dans des considérations intérieures, ben, il vaut mieux se réciter un mantra ou une stance. Oui. Voilà. J'en viens à penser que je parle parfois trop. Et quand j'ai décidé comme ça de ne pas parler et que je vois qu'à la maison, j'ai un mari et un enfant, ben des fois, je trouve que c'est trop. C'est trop. Voilà. Et j'ai du mal à équilibrer ça. Et en même temps, je me souviens des paroles d'Idriss Laor, c'est Maïsel, qui disait quand vous voyez l'agitation extérieure, c'est aussi votre agitation intérieure. Voilà, j'en suis là. Merci. Tu me fais penser à cette phrase, si les paroles que tu dis ne sont pas plus belles que le silence, alors tais-toi. Ou alors aux trois passoires de Socrate, quand quelqu'un veut lui parler de quelqu'un d'autre et dire est-ce que c'est bon pour la personne? Non. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Tu vois? Et dans ces cas-là, tu dis rien, quoi. Hein. Et parfois, effectivement, quand nous voulons dire quelque chose à quelqu'un, il serait bien de le faire passer par ces questions-là. Est-ce que je l'ai vérifié? Est-ce que c'est beau? Et est-ce que c'est bien? Et si une réponse est non, alors pourquoi je parle? C'est un mensonge dans tous les cas. Merci Magali de ce témoignage. Ouais, il y a quelqu'un d'autre encore? Oui, Sylvie? Alors moi, je me souviens quand j'ai pris conscience du mensonge intérieur. Je n'avais pas conscience que je pouvais, en fin de compte, me mentir à moi. Et maintenant, quand des fois j'ai des pensées, parce que c'est souvent dans les pensées, il y a comme quelque chose qui se met derrière et qui me dit « Ah, là c'est un mensonge ». Mais je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait vraiment sauté aux yeux. Enfin, l'horreur de la situation, comme on dit, puisque intérieurement, quand on se raconte des films et tout, on se ment très très souvent. Oui. Donc voilà, ça m'avait vraiment. Et maintenant, je suis beaucoup plus attentive et beaucoup plus consciente quand je mens intérieurement.
Merci. Voilà. Merci. Bien, les amis, je crois que je vais vous laisser. Vous allez aller voir votre ministre préféré pour voir le genre de mensonges qu'il va nous raconter. Non, c'est de l'humour, hein, je ne peux pas dire ça. Nous allons l'écouter religieusement parce que notre avenir en dépend. Et donc, il y aurait beaucoup à dire à ce niveau-là. Hein, mais on va écouter, puis on va vérifier par nous-mêmes. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a la possibilité de vérifier après, par la suite. Donc, c'est super. Merci beaucoup. La prochaine fois, pour ceux qui seront là, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a vu l'avidité, on a vu le mensonge, on a encore la peur, on a encore l'orgueil avec son petit copain, la vanité, puis on a l'abus du sexe aussi, la véhémence. Qu'est-ce que vous préférez? Oui, Magali, tu as levé la main la première. L'orgueil, hein. Orgueil Allez. et vanité. Alors, la prochaine Mais fois. on peut voter, hein. Voilà, non, c'est bien, l'orgueil. Elisabeth est d'accord. Oui. Très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Pour Colline. votre attention. Au revoir. Au revoir.